Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Et invité m'accompagne sur le plateau pour tenter de les décortiquer. L'actualité, c'est enfin Vital Kamerhe, rebondissement dans son affaire. La Cour de cassation a cassé hier la décision condamnant le président de l'UNC à 13 ans. L'affaire est désormais renvoyée devant la même cour, mais avec une composition différente. On va en parler dans cette émission. On reviendra également sur la montée du tribalisme avec en toile de fond Kassayen, Katongé. Qu'est-ce qui se passe exactement? La gestion de la République sera également au menu des échanges du jour. Notre invité, c'est un ami, un frère et un confrère qui a l'habitude de nous rendre visite ici de temps en temps. C'est mon ami Eric Wemba. Eric Wemba, bonjour. Bonjour Péro Loire. Toujours un grand plaisir de vous avoir sur le plateau. Ça va sinon? En tout cas, le plaisir est partagé. Très partagé. Tout ce que j'ai déploré, que j'aurais bien voulu vous voir le 8 avril où j'ai fêté mon anniversaire. Ah ben oui, bon anniversaire à si tu es toi. malade, bon, écoutez, c'est pas grave. J'étais malade, je laissais, je te souhaitais en bon anniversaire. Cette absence a été très remarquable. Sur mon lit d'hôpital où j'étais. Ça sera une partie remise de toutes les façons. L'année prochaine, tu auras 17 ans, donc j'ai manqué les 16 ans. Ah ok. Ça va sinon, exclusif RDC Exclusif est là en train de s'imposer. Petit à petit, oui, j'ai remarqué. Petit à petit. Nous sommes là. Mais comment vous n'êtes pas à Kindu alors qu'on dit de vous, vous êtes un katumbiste les katumbistes se réunissent à Kindu avec Salomon Escadela qui va installer le parti. Vous faites quoi à Kinshasa ici? Non, nous continuons à travailler. En tout cas, Salomon organise une activité. On peut faire le travail même à partir de Kinshasa. On n'était pas obligé de faire les déplacements de Kindu. Il y a une petite équipe qui est partie. D'ailleurs, vous-même, vous êtes absent. Alors que généralement, vous êtes là. Donc, je ne pense pas que c'est un problème. Moi, je n'en fais pas un problème du tout. Ah, donc, vous confirmez que vous êtes un katumbiste quand vous dites que... Non, non, c'est vous qui les dites, katumbiste, c'est sanguiste et consorts. Moi, je sais que je suis journaliste. Mais je défends certaines valeurs et certaines idées. Ok, ok. C'est d'ailleurs au nom de cette défense des valeurs et des idées que vous êtes là. Et j'aime la sincérité. Vous dites que la neutralité est une utopie en journalisme. Un journaliste est neutre. N'existe pas. Un journaliste ne peut pas exister. En tout cas, à l'école du journalisme, on me l'a dit. Pas n'importe qui, waouh. Il est utopique de parler de la neutralité du journaliste. Non, mais ça va quand même aux antipodes de ce que les gens pensent. Hein. Quand on dit que le journaliste, c'est l'église au milieu du village, quand on dit que le journaliste, c'est l'objectivité, la neutralité, vous vous dites non, détrompez-vous, nous n'avons jamais été neutres. Nous n'avons jamais été neutres. Tout ce qu'on demande aux journalistes, ce n'est pas de dénaturer les faits. D'ailleurs, il y a un principe sacro-saint qui guide notre profession. Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Déjà, au niveau des commentaires, il n'y a pas la neutralité parce qu'on donne à un journaliste, par certains genres, comme l'éditorial, de donner son point de vue. Ou les points de vue, ce n'est pas d'ailleurs les points de vue du journaliste, c'est les points de vue de l'organe par rapport à un donné. Donc, une même actualité ne peut pas être commentée de la même manière que les journaux Le Monde en France ou Libération. Et nous avons vu les élections en France, il y avait des médias de l'extrême droite, comme CNews par exemple. Il y avait des médias qui soutenaient Zemmour, d'autres soutenaient Macron, d'autres soutenaient Mélenchon. Donc c'est ça aussi la diversité. Tout ce qu'on demande à un journaliste de ne pas dénaturer les faits. Alors Eric Wemba est donc notre invité du jour. Avec lui, on va faire la lecture de l'actualité dans le pays. Eric, l'actualité, c'est la libération. Je ne vais pas parler de la libération. La Cour de cassation qui casse la décision prise par la Cour d'appel dans les dossiers Kamerhe. Première question, est-ce que vous pensez que c'est naturel? Est-ce que c'est une décision judiciaire ou pour vous, c'est plutôt une décision qui casse un élan politique? Non, mais en tout cas, moi d'abord, premièrement, je suis très réconforté. Nous avons eu des débats chauds à l'époque où il y avait ces procès. Je suis l'un des rares journalistes qui n'a jamais écrit à ces procès. Et qu'il y avait des raisons politiques pour lesquelles Kamerhe s'est retrouvé là-bas. Mais malheureusement, dans nos pays africains, où la démocratie où nous avons encore du chemin pour aller vers la démocratie, la justice est souvent utilisée pour régler des comptes politiques.
Kamer était seulement victime d'un règlement des comptes politiques au niveau du procès. Mais parce que les raisons politiques qui l'ont mis en prison ne sont plus là aujourd'hui, je crois qu'il y avait plus de raisons qu'il puisse rester en prison. Donc le procès Kamer était... Le procès Kamer, pour vous, ce n'était pas une affaire de droit. J'ai dit ça n'a jamais été une affaire de droit. Il peut y avoir eu des tournements, mais la motivation, l'intention première, il fallait neutraliser Vital Kamerhe. Et si vous comprenez bien cette affaire-là, c'est une affaire boutiquée par les FCC de l'époque. Mais comme on dit, ni l'ennemi de mon ennemi est mon ami, certains extrémistes du clan de Tshisekedi ont fait alliance avec les FCC pour neutraliser Vital Kamerhe. C'est Tshisekedi lui-même qui avait donné l'autorisation qu'on ouvre les débats, qu'on ouvre l'affaire. Le procès Kamerhe part d'un constat du Conseil des ministres où le président lui-même demande au ministre de la Justice de pouvoir... Non, Tunda, c'est lui le metteur en scène. D'ailleurs, vous avez vu quand Tunda a eu des problèmes avec Tshisekedi ici, les jours où on l'avait arrêté, quand il est allé au siège du PPRD, est-ce que vous avez suivi la déclaration de Chadari? L'état des droits là, c'est nous. Les procès des 100 jours là, c'est nous. C'est une affaire. Kamerhe s'est présenté dans cette alliance-là comme les trépieds. Hein? Vous savez, donc il y avait d'un côté les FCC, il y avait d'un côté les caches, et Kamerhe c'était les trépieds. Et les FCC s'est trompé en pensant à l'époque que s'ils neutralisaient Kamerhe, ils auront Tshisekedi. Mais la situation s'est compliquée davantage à l'absence de Vital Kamerhe. Mais j'ai dit, du côté du camp Tshisekedi, on en veut aussi valider cette arrestation. Vous avez comment les Bilomba. Donc ils avaient un ennemi commun. Pour les FCC, il fallait enlever ses trépieds. Mais pour les Tshisekedi, les extrémistes tshisekedistes, fascistes si vous voulez, Kamerhe c'était quelqu'un d'encombrant au niveau de la présidence. Il était vraiment encombrant comme directeur des cabinets. Alors il fallait se débarrasser de lui. Et justement, ce sont les raisons qui ont conduit Kamerhe. Mais comment maquiller la neutralisation des Kamerhe? Il fallait nous vendre un procès. Vous avez vu ces procès, tout ce qu'il y a eu autour de ces procès-là, de l'acharnement, où les juges voulaient terminer les mêmes jours, où les exceptions ont été complètement ignorées, où vous avez eu un ministère public, M. Kilouba. Moi, à l'époque, je disais déjà qu'il y avait beaucoup de problèmes au niveau de la procédure. Et Kamerhe réquisait les juges. Il a réquisé ces juges-là. Je ne suis pas dans la faculté des droits. Il voulait aller à la Cour constitutionnelle. Moi, je vous réquise contre les juges. Nous allons à la Cour constitutionnelle. Les juges lui-même répondent à cette requête. C'est lui qu'on a donné la fonction à la TGI Gombela. Clairement, le professeur Kilouba, non seulement il doit retirer son diplôme, mais également démissionner comme président de la Cour constitutionnelle. C'est lui qui a mené cette affaire des détournements intellectuels qui n'existent pas dans les droits congolais. Kalouba. Oui, Kalouba. Dieu donné Kalouba. Kalouba, il a eu cette promotion à cause de ses procès. Mais maintenant, logiquement, la Cour de cassation dit que la procédure dès le début n'a pas été bonne. Donc, tous ces gens qu'on a promis à travers ces procès, Kalouba, aussi les juges présidents, comment ils s'appelaient, Pero Makenga, qui est maintenant président de la TGI, doivent aujourd'hui rendre l'établi parce que leur manière de conduire les débats, d'administrer la justice a été sanctionnée par la Cour de cassation. Quand on a parlé des 57 millions de Congolais partis en fumée, quand on a démontré que l'argent qui pouvait quitter les trésors publics pour être déposé chez John Tumba dans un hôtel, quand on a démontré que l'argent envoyé à Samibo était immédiatement sorti des banques, ça ne vous a pas scandalisé comme Congolais, mais on a vu qu'il y avait des indices sérieux prouvant que l'argent de l'État avait été dilapidé. Comment vous pouvez dire des choses comme ça? Mais qui est responsable de cette dilapidation? C'était ça le problème aussi dans ces débats. Personne ne dit qu'il n'y a pas eu de détournement. Vous le savez avec moi que les droits, c'est les beaux. Vous savez, nous devons tenir compte du respect de la procédure. Je n'ai jamais été dans la faculté des droits, mais j'ai eu la chance, comme journaliste, de couvrir beaucoup de procès politiques surtout, où Maître Mukendi nous disait que les fonds et la forme sont substantiels en droit. Il faut entrer dans la bonne porte. Mais la procédure telle qu'elle a été menée a été viciée dès le début. Au niveau même du parquet, déjà, où on n'a pas assisté à des contradictoires. Il y avait beaucoup de gens qui étaient impliqués, mais pourquoi seulement Kamerhe? On a senti quand même qu'il y avait l'acharnement. Il y avait un procès politique où on s'attaquait à un homme. C'est tout. Pourquoi seulement Kamerhe? Parce qu'on a dit qu'on allait toucher sur les réserves d'échange. Donc à ce niveau-là, même le président de la République n'était pas informé. Je pense qu'il y a quand même trop de choses. Nous voulons quand même, s'il y a un procès, nous voulons un procès équitable. Donc tu es convaincu que l'argent a été détourné. Ça, c'est une évidence. Non, c'est-à-dire que... Mais par qui et par quel moyen? Par quel moyen il y a eu vraiment des problèmes? Qu'est-ce que Kamerhe a pris combien dans cet argent? Parce que si vous suivez quand même ces procès-là, il y a une difficulté. Parce que Kalouba là parlait du détournement intellectuel. Tellement qu'on est allé vite, on n'a pas nous prouvé Kamerhe a pris l'argent comment? Dites-moi, on a parlé du détournement de 57 millions. Il y a un monsieur qui s'appelle Jamal. Jamal, effectivement, j'ai reçu 57 millions. Alors, vous arrêtez Kamerhe pourquoi?
Ça peut arriver, hein. Vous savez, quelqu'un prend 57 millions, il vous donne un marché, il prend l'argent. Mais vous savez, Maître Kabengele, dans ses procès, nous rappelait que les pénales, c'est comme les sciences exactes. Il faut qu'il y ait des éléments matériels. Qu'on nous prouve que dans ces 50 millions, Camara a signé un document pour prendre où il est dans telle banque. Rien n'a été prouvé tout au long de ces procès. Peut-être qu'on aurait dû trouver des indices, mais on était allé trop vite. On voulait à tout prix terminer avec Camara. Voilà qu'on a commis des erreurs. C'est moi, je l'ai remarqué. Je n'avais pas besoin d'être initié à la faculté des droits, mais la Cour de cassation vient de remettre tout en cause. Toute la procédure a été biaisée. Mais est-ce que la Cour de cassation est remet en cause parce qu'on aime Camara et parce qu'il y a vraiment l'état des droits? J'ai doute. Mon sang, là encore, une main noire politique. On va en parler. Ouais. Hier, j'étais avec Alain Bolo-Dia, là où vous êtes assis. Il dit qu'il est content que la Cour de cassation casse le procès, parce qu'en réalité, pour lui, le coupable, c'était Félix Tshisekedi. Camara lui-même le disait que je ne vais pas ici exposer le chef. La plupart des documents qui ont été présentés, c'était sur la décision de la haute hiérarchie. Je vous instruis. Il y avait des annotations du président. Est-ce que vous pensez aussi que Camara a été tout simplement infusible pour que le courant n'arrive pas chez Tshisekedi lui-même? Non, en fait, les procès, j'ai dit que le procès a posé problème. Parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'implications. Pour vous, Tshisekedi à avoir aussi. Vous avez vu plus tard, un proche de Camara a été arrêté. Peut-être vous n'en parlez pas assez. Papi Lokata, quelque chose comme ça, a été arrêté parce qu'il a dit, si vous voulez, nous allons éventrer les bois. En citant même dans ce programme de 100 jours, certains membres de la famille biologique du président. Moi, j'ai dit que chaque personne, je ne donne pas de preuves, chaque personne bénéficie de la présomption de l'innocence. Mais si on avait vraiment fait un procès, peut-être que Camara lui-même serait coupable, mais on allait vraiment ouvrir la boîte à Pandore. Parce que beaucoup de têtes allaient tomber. Donc Tshisekedi, pour vous, a aussi à voir dans cette affaire. Je n'ai pas cité les noms de Tshisekedi. Non, mais moi je pose la question par rapport à ce que moi je ne peux pas, je ne suis pas juge. Je suis en train de dire qu'il y a Tshisekedi ou n'importe qui président bénéficie de la présomption de l'innocence. Mais tel que j'ai compris les dossiers avec des éléments que j'ai estimé que si on voulait vraiment faire un procès équitable, en tout cas, beaucoup de têtes allaient tomber. Allons lire derrière les murs. Certains estiment que Tshisekedi, esselé, n'ayant plus contact avec Kabila, ayant des relations claudicantes avec... comment il s'appelle, Moïse Katumbi, il n'est plus en odeur de sainteté avec beaucoup de ses alliés. Tshisekedi serait donc sur le point d'en chercher d'autres, et dans son viseur, il y a Vital Kamerhe. C'est comme ça qu'on déciderait de libérer Kamerhe. Est-ce que tu penses que la décision rendue par la Cour de cassation a à voir avec une stratégie politique mise en place par M. Tshisekedi? Vous aurez dit lire exclusif avant même que cette décision. Je vous avais envoyé des liens où je disais déjà que on va blanchir Camara. Et cela prouve aujourd'hui que dans notre pays, c'est la politique qui dicte trop. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, l'état des droits prôné par Tshisekedi aujourd'hui est remis en cause. Ce n'était que de la poudre aux yeux. C'est que nous avons déploré avec Kabila l'instrumentalisation de la justice pour des fins politiques. Parce qu'à un moment donné, Camara était encombrant, il était gênant pour tout le monde, il fallait les neutraliser. Maintenant, pour des calculs politiques, on instrumentalise cette justice-là, il faut libérer Camara parce qu'il peut être un allié. Et déjà, vous avez vu, dans mon papier, j'avais dit, qu'est-ce qui expliquait que Boji se retrouve à Walungu et à Bukavu? Ce n'était pas innocent. Et Boji, avant d'arriver là-bas, Camara avait demandé qu'on l'accueille chaleureusement. Et le message qu'il avait apporté, que nous n'avons jamais quitté l'Union sacrée. Nous sommes avec les chefs de l'État. Donc, ipso facto... Boji, ministre de budget. Des budgets. Ancien secrétaire général de l'UNC et ancien beau-frère de Vital Kamerhe. Ancien beau-frère, il est toujours parce que les enfants sont là. Beau-frère de Vital Kamerhe. Je n'aime pas parler des ex-beaux-frères. Déjà, sa présence... Moi, dans mon analyse par rapport aux éléments, nous disons, nous allons vers qu'on va blanchir Camara dans la Cour de cassation. Et on va les blanchir même au niveau de la Cour d'appel. Mais quel rôle Tshisekedi attend que Camara joue pour lui? Parce qu'on l'annonce aussi à la primature, un peu comme Tchibala, de la prison à la primature. Est-ce que ce scénario-là est possible, tu penses? Peut-être aussi, mais les plus grands scénarios, Tshisekedi va avoir Camara pour les élections. Il a déjà Bemba pour l'Équateur, il va avoir Camara pour maximiser ses chances afin de gagner les élections en 2023. Non, mais on est dans un jeu de donnant-donnant. Camara est humilié, sa femme est venue comparaître, sa fille est venue comparaître. Est-ce que Camara viendrait gratuitement comme ça, ou dans le cadre des jeux politiques, tu sais qu'il y a quand même de la marchandise à déjà un problème. Camara souffrait d'un problème. Qui, dans ces deals-là, il a négocié en position de faiblesse, moi je pense. Parce que Camara, qui a des fortes ambitions, des très très fortes ambitions pour devenir président de ce pays, déjà dans l'accord de Nairobi, vous avez vu l'accord, il disait que moi je suis là, Tshisekedi vient après, moi en 2023. Maintenant, Camara se trouvait devant une situation quand même difficile, où il n'était plus éligible. Et Camara se bat comme un sorcier dans un bénitier pour devenir éligible. Et pour devenir éligible, il faut non seulement casser la décision, mais la quitter complètement pour
qu'il soit éligible. En tout cas, il est prêt à payer ce prix-là pour 2023 pour Tshisekedi, pour qu'il puisse rebondir en 2028. Donc moi, je pense qu'on va vers, on va retarder un peu l'accord de Nairobi. Parce que l'accord de Nairobi, au début, a posé quand même un problème. Du fait qu'il n'avait pas la majorité, parce qu'en réalité, c'est Kamere qui devait être Premier ministre. Mais ils se sont retrouvés devant une situation où c'est les FCC qui étaient majoritaires. Alors, Tshisekedi avait appelé Kamere, voilà, notre accord ne va pas marcher, tu vas être Premier ministre, on fait quoi? Tshisekedi, Kamere a refusé le ministère pour accepter les postes de directeur de cabinet. Une erreur fatale de Vital Kamere, parce que je pense que c'est là où a commencé aussi le problème. C'est là où a commencé le problème, parce que je ne sais pas si le président Kamere a vraiment lu Machiavel. S'il avait lu Machiavel, il n'allait jamais prendre cette fonction. Et parce que Machiavel, dans les princes, il dit qu'il y a des fonctions. On ne peut pas avoir une autre ambition que l'ambition du chef. C'est comme la fonction du directeur de cabinet. On ne peut pas être directeur de cabinet de quelqu'un, brandir l'accord, moi je dois devenir président. Ça, c'était d'abord la première erreur fatale de Vital Kamere. Mais cet accord n'a pas eu lieu. Mais cet accord, on va les rebondir pour dire que non, cet accord va commencer à avoir date en 2023. Vous me soutenez, vous serez mon Premier ministre en 2028. Vous serez candidat président. C'est ce que moi j'ai appris. Mais c'est peu qu'on puisse le mettre Premier ministre. Moi, ce que j'ai appris, c'est refroidir l'accord de Nairobi. Et Kamere, par rapport à ces conditions, n'avait pas de choix. Parce qu'il cherchait à redevenir éligible. Kamere, c'est un homme très très ambitieux. Très très ambitieux, même quand il était avec Kabila, il espérait toujours que c'est lui qui devait être le dauphin. Donc, l'hypothèse, pour vous, c'est on sort Kamere pour qu'il joue d'une certaine manière sur l'électorat de l'Est. Oui, sur l'électorat de l'Est, de Kivu, qui Tshisekedi a besoin. Parce qu'à l'Est, il a de problème, il n'a pas un allié sûr avec l'Est pour le moment. Parce que Bahati ne pèse pas. Même si il prend des députés, lui-même, Bahati n'a jamais été élu. Il n'a jamais été élu. Il a perdu plusieurs fois les élections là à Bukavu. Pour se faire élire au second degré aux élections sénatoriales, ça veut dire que Bahati n'a pas une base à Bukavu. Donc, Kamere, même s'il achète certains leaders pour avoir beaucoup de députés, lui-même n'a pas une base. Donc Kamere, il reste aujourd'hui un allié incontestable. Donc, bon, ce n'est pas aussi un enfant d'Iker, mais il n'a pas de choix. C'est peut-être ça la condition pour être blanchi. Est-ce qu'il sortira loyal au cas où il doit jouer un rôle pour M. Tshisekedi? Est-ce que tu penses que Kamere, qui s'est vu humilié, et lui et sa famille, devant les caméras du monde entier, sera loyal et aidera Tshisekedi de gaieté des cœurs? Pas de gaieté des cœurs, c'est une alliance d'intérêt. Une alliance d'intérêt. J'étais moi non plus, mais nous avons intérêt à être ensemble parce que moi d'un côté je doute, mon deuxième mandat pour l'avoir ça pose un problème, j'ai pas un bilan, je suis détesté, j'ai promis à l'Est des choses que je n'ai pas pu réaliser, peut-être je ne serai pas élu, je cherche un allié, j'ai dit que je prends Kamere. Mais moi Kamere, voilà la condition, moi Kamere je vais être président, je ne suis plus éligible monsieur le président, qu'est-ce qu'on fait? Je vais aider à ce que tu sois blanchi. C'est cela là, les deals tournent autour de ça d'abord. Les restes, on verra après. Est-ce que la République gagne dans tout ça, dans ces jeux de cacophonie où visiblement on instrumentalise la justice, on s'en sert comme si c'était un objet du jeu politique? Est-ce que c'est pas les pays qui perdent dans tout ça? Non, les pays perdent beaucoup parce que moi je n'ai jamais cru à ces procès. On a présenté ça comme les procès pilotes. Déjà les prémices de ces procès a posé problème quand on libérait l'homme de Sokok et de l'OVD. Donc, le procès 100 jours, quand il a été présenté aujourd'hui vis-à-vis du peuple congolais comme l'indicateur de l'état des droits aujourd'hui, nous a démontré que ce procès n'a été que le poudresier. L'état des droits prôné par Tshisekedi n'a été que le poudresier. Aux citoyens de prendre conscience. Tout ce qu'ils ont promis, progrès social, il n'y a pas eu. État des droits, poudresier. La justice continue à être instrumentalisée par les pouvoirs politiques, par les pouvoirs exécutifs. Et c'est ce qui est dommage. Donc la République ne gagne rien. La République ne gagne rien parce que, vous savez, un des piliers pour construire l'état des droits, c'est notre justice. Et avec une justice aussi instrumentalisée, politiquement instrumentalisée, ça pose un problème. Parce que rien que... Pourquoi tous ceux qui ont participé à ces procès ont connu des promotions aussi vite comme ça? Kalouba. Oh, ça veut dire qu'on les a présentés comme étant des bons juges qui méritaient la promotion. Mais à partir du moment où tout a été remis en cause, nous demandons à Kalouba de démissionner. Kalouba n'était pas juge dans ce procès. Ah, il était ministère public. Hein. Non. Il a joué un rôle... Non, Kalouba était avocat de la partie civile. Ah oui, il était avocat de la partie civile. C'est grâce à son infraction là, de détournement intellectuel
que ce procès s'est basé sur ça. Non, c'est pas Kalouba n'a pas condamné Kamere, cher ami. Ah non, il a participé à la condamnation de Kamere. Il a été avocat. Oui, mais il était là pour chercher. Il était avocat de la partie civile, il a fait son oui, travail. Charger la partie adverse, c'est tout. Oui, chargé, mais de quelle manière? Kalouba a été... De quelle manière? Non, les procès, il n'a pas été président. Le détournement intellectuel est venu de Kalouba. Il revenait aux avocats des Kamere de pouvoir balayer ça. Hein. Mais comment il pouvait dans un juge. procès où vous savez même les jours du verdict des procès là, ces juges là étaient introuvables. Hein? Ces juges étaient introuvables. Donc, vous savez, nous étions dans ces procès. Les derniers jours de ces procès, moi j'étais allé quelque part, on attendait. Mais d'après mes informations, j'ai compris que même les juges attendaient les verdicts comme nous. Ils étaient quelque part, ils attendaient qu'on leur dise qu'on va le condamner à 20 ans. Et vous appelez ça un procès? Même les juges attendaient les verdicts comme nous. On les a cherchés, ils ont fouillé. Kabengele a déposé une requête à la Cour constitutionnelle. Les greffiers a fouillé. C'est quel procès ça? C'est vraiment malheureux pour... Est-ce que ça porte pas un coup quand même au combat de Tshisekedi qui nous vend l'image d'un chantre de l'état des droits, de l'indépendance de la justice? Est-ce que ça ne porte pas un coup quand même à ce régime qui a du mal de plus en plus? Oui, ça porte un coup. Je vais voir encore les gens qui venaient défendre les procès de 100 jours venir ici. Si j'aurais un mot à dire. Nous disions que la procès... Moi, je crois qu'il faut être flexible. Moi, même si je suis contre quelqu'un, mais je tiens à ce que ses droits soient respectés. Vous ne pouvez pas faire aujourd'hui. Vous voyez quand même, je vais citer dans les mêmes registres, quelqu'un qui a terni l'image du Congo. Moi, j'ai été avec des amis journalistes à TV5 qui ont suivi notre ministre des Médias, qui pensent que dans un pays comme le Congo, on peut légaliser la détention de quelqu'un pendant plus de 50 jours à l'année, simplement parce qu'il est accusé de sûreté de l'État. C'est ça l'État des droits? 50 jours, le monsieur qui a joué les rôles des nazis Goebbels du régime de Tshisekedi pour justifier comme toutes les dérives, comme Goebbels pouvait justifier les dérives d'Hitler, il est venu, non, il est détenu pendant 50 jours. Prenons les procès Kamere, prenons les KB, on peut encore parler d'état de droit ici au Congo. Donc, tirons les conséquences. Progrès social, échec. Les Congolais souffrent aujourd'hui. Ils ont du mal même à acheter le carburant. Ils ont des difficultés pour acheter le pain le matin. Les pouvoirs d'achat a sérieusement détérioré. Ils ont instauré une économie dirigiste qui a totalement échoué. Tout l'état des droits promis, vous le voyez avec les cas Kamere, l'homme de Sokok et de l'OVD, n'a été que de la poudre aux yeux. Au souverain primaire de tirer toutes les conséquences. Je ne vais pas vous dire voter pour qui, mais je donne des éléments pour vous guider à faire un bon choix en 2020. Non, mais vous avez dit que vous battrez campagne contre Tshisekedi, c'est ça? Vous avez dit que vous allez lancer un mouvement ici pour... vous voulez vous dédire. Sur ces plateaux, vous avez dit que vous battrez campagne contre Tshisekedi. Vous estimez que le Congo mérite mieux que... Le Congo aujourd'hui mérite mieux que Tshisekedi. Donner un deuxième mandat à Tshisekedi, c'est nous conduire vers un suicide collectif. C'est à nous de faire les choses. Et vous vous mettrez pour dire aux Congolais, pas Tshisekedi. Et en tout cas, quand je donne tous ces exemples, la rame, tout ça, c'est pour que les gens prennent conscience, à ne pas donner un deuxième mandat. Même quand je parle, tu ne me comprends pas. Je suis comme Mélenchon ici avec toi. Je sais que tu es idole des gens. Oui, et quand je suis en train de te dire, donner un mandat à Tshisekedi, c'est nous conduire vers un suicide collectif. Ce n'est pas une campagne pour... Mais tu fais quoi? Que je le dise ouvertement? Donner un deuxième mandat à quelqu'un qui n'a pas résolu vos problèmes du point de vue et qui n'a pas réalisé tout ce qu'il a promis, c'est nous conduire à un suicide collectif. J'ai parlé comment, de quelle manière pour que vous me compreniez, c'est clair, comme de l'éclair dans un verre clair. De la part d'un journaliste katumbiste qu'on dit être payé pour saper les actions de Tshisekedi, beaucoup de Congolais. En tout cas, pour que je constate que mon pays va mal, il faut que c'est Katumbi qui me paye l'argent. Pour que je constate qu'il y a un problème ou un gouvernement est incapable de trouver des solutions au problème du carburant, il faut que Katumbi me donne l'argent. Pour que je constate que les gens n'ont pas le pain, il faut que Katumbi me donne l'argent. Non, c'est quand même facile, hein. Ça ne va pas dans le pays. Pour les constater, les Congolais qui ne sont même pas en contact avec Katumbi les constatent autant que moi. Les vivent même durement que moi. Et vous dites que Tshisekedi, en 3 ans, il n'a rien fait. Il a complètement échoué. Il a un bilan très lourd et très mauvais. Et j'ai vu des gens se dire non, Tshisekedi peut rester. Il a eu 4 sur 10. Non, monsieur, le bilan de Tshisekedi est très lourd et très mauvais. En tout cas, même une année là, je commence à trouver ça encore lourd. Une année, c'est long encore. Ah, c'est un long. Moi, vraiment. Pour vous, voulez dormir et vous rêver, ne plus avoir Tshisekedi comme président. Parce que les excités pensent que Tshisekedi peut avoir un deuxième mandat parce qu'il n'a pas eu assez de temps. Parce qu'à un moment, il disait que c'était Katumbi, à un moment donné, c'est le temps.
Les audacieux pensent qu'ils ne doivent même pas postuler pour un second mandat parce qu'ils sont bilés. Moi, je peux aujourd'hui lui proposer la troisième porte. Laquelle? C'est de se démettre. Ça va faciliter, ça va aider la République. À ce point? Ah oui, parce que la situation est compliquée. C'est pour venir ici, j'ai souffert là. À ce point? Ah oui. Vous appelez Tshisekedi à démissionner à l'heure où nous parlons? Oui, je propose. S'il peut le faire pour aider la République. Il est à son plein mandat, on ne peut pas les bousculer, mais je lui propose ça. J'ai dit, les excités pensent qu'il peut avoir un deuxième mandat. Les audacieux pensent qu'il n'a même pas le droit de postuler parce qu'ils sont bilan. Moi, je peux lui proposer une troisième porte. Mais à un moment donné, vous avez quand même défendu Tshisekedi, vous. Hein? Vous avez été avec son père, vous avez été à l'UDPS, vous avez travaillé au journal Le Phare, un journal très, très, très proche même de l'UDPS. Mais aujourd'hui, vous êtes vraiment dans la phare des grands déçus. Je ne suis pas déçu. Je constate que les combats pour lesquels nous nous sommes battus ensemble, nous avons crié un combat. Et que ceux qui sont au pouvoir sont en train de trahir ces combats des pères fondateurs. En faisant quoi, M. Wimba? Il y a beaucoup d'éléments. À partir du moment où ils ont même imaginé prolonger les mandats du président à 7 ans. Alors que la lettre des 13 parlementaires disait non, l'acte fondateur disait que 7 ans c'était trop pour Mobutu, il fallait réduire à 5 ans. À partir du moment où il y a dépassement budgétaire au niveau de la présidence, lisez la lettre des 13 parlementaires, un des points, on est contre la dictature. Il y a qui me démontre aujourd'hui que ce qui se passe aujourd'hui n'a rien à voir avec les combats menés par Tshisekedi et ses pères fondateurs pour l'avènement d'un état de droit, pour les progrès sociaux. Les progrès sociaux, c'est pour ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. La grande majorité de la population vit dans la misère. Comment peut-il comprendre que Tshisekedi est au pouvoir, on donne des Hyundai aux députés et sénateurs, 40 millions, pendant que nos enfants étudient sous des rameaux, sous les sols, pendant qu'on pouvait acheter, pendant que des avions congolais ils sont bloqués au niveau du Brésil pour une dette de 22 millions. On pouvait avoir des Airbus, on pouvait avoir des écoles. Cette richesse nationale créée par tous, qui devait profiter à tout le monde, profite à quelques-uns. Mais je crois que ce n'est pas, comme disait Mitterrand, Giscard d'Estaing, ce n'est pas un problème de l'intelligence, c'est un problème de cœur. Monsieur le Président, quand je vois la souffrance des Congolais aujourd'hui, je suis tenté de vous parler comme Mitterrand pouvait le dire à Giscard d'Estaing. Vous n'avez pas de cœur, Monsieur le Président. Félix n'a pas de cœur. Ah, je l'ai dit, quand je vois la souffrance des Congolais, je vois l'opulence avec lesquels certains membres du gouvernement, j'ai dit non seulement à Félix, mais ceux qui tiennent le pouvoir, vous n'avez pas de cœur. Vous n'en avez pas le cœur. J'étais à Kananga, j'ai vu dans quelles conditions les étudiants, les enfants étudient là-bas. Je sors le matin, combien les Congolais souffrent aujourd'hui pour avoir un peu le matin. La détérioration de la situation sociale. Mais on constate qu'un groupe d'individus est en train de prendre en otage les ressources du pays, plus de 70%. Ils se permettent même d'acheter des Hyundai et consorts. Ils se permettent même d'acheter des histoires trop chères et vivre dans une vie de luxe. Vous n'avez pas de cœur. Vous n'avez pas de cœur, vous qui dirigez ces pays. Non, mais il faut aussi voir dans quelle situation Tshisekedi a trouvé le pays. Ça aussi, quand on vous le mettez dans la balance, dans les analyses, non. Il faut s'en souvenir. Il a trouvé un pays qui a quand même été déstructuré par Kabila 18 ans durant. Non, je l'ai dit. Donc vous avez été contre Kabila, vous n'allez pas demander à Tshisekedi, comme dans une baguette de magique, de changer tout en 3 ans. Il pouvait changer les choses. En faisant quoi 3 ans dans un pays aussi je constate malheureusement, au lieu d'aider quand même à calmer, à changer les choses, pas en opérant des miracles, mais on constate quand même des grands changements. Mais aujourd'hui, les gens regrettent quand même Kabila. Moi, je l'ai toujours dit, si Kabila avait signé les certificats de décès de la RDC, les régimes de Tshisekedi tentaient tout simplement de nous conduire vers l'inhumation à Mbeteki. Donc là, on est déjà au cimetière, bientôt le Oui, Kabila nous a mis à l'hôpital, à la morgue, en signant notre certificat de décès par sa mauvaise gestion du pays. Mais Tshisekedi, lentement et sûrement, est en train de nous conduire à la morgue. Donc Tshisekedi est pire que Kabila. Il est en train de signer son inhumation. Je vais vous donner un exemple. Très rapidement. Nous avons condamné Kabila ici avec le contrat chinois. Ok. Les contrats chinois, vous savez, ces contrats étaient signés, paix à son âme, par M. Pierre Lumbi. À l'insu du gouvernement, c'était une affaire boutiquée par les gens de la présidence et consorts à l'époque. Et vous savez, ces contrats a été jugé de déraisonnable. Et j'ai dévidé des déraisonnables. Mais aujourd'hui, on fait pire, on refait la même chose. On a signé notre contrat avec les Chinois. Un autre contrat, pas avec des Chinois, mais avec un groupe de GED, un groupe de développement de l'Union européenne. À l'insu, Sam Aloukonde qui était là, mais j'ai parlé avec quelqu'un, nous-mêmes aussi, nous étions surpris.
Comme on a fait à Gizenga, on fait la même chose. Et l'Union européenne a fait une déclaration qu'ils ne sont pas engagés. Hier, le gouvernement a signé avec des privés chinois. Les Chinois n'étaient pas concernés. C'était l'échec. Mais Tshisekedi, quand il refait les mêmes erreurs pour faire les infrastructures, on signe des contrats comme ça avec des gens, des privés européens, à toute opacité. Mais Kabila, même pour des contrats comme ça, il a amené ça au Parlement. Tshisekedi n'amène même pas ça au Parlement. Comme les parlements, il y avait quand même un débat, même si ces contrats étaient mauvais. Mais ce qui est signé à Tréchède, qui engage plus de 750 millions de dollars de la République, on ne sait pas ces contrats, et l'Union européenne vient de laver les mains, qui ne sont pas concernés. On sent que c'est une affaire de rétrocommission. Et ça se passe comme ça. Vous voulez que moi je dise quoi, Perron? Ça va très mal dans le pays. On fait pire. On fait pire, rien que par l'exemple que je viens de te donner. On fait pire que Kabila. Oui. Tshisekedi est pire que Kabila. Non, on fait pire que Kabila. Si vous voulez, vous aimez bien les noms des gens, moi je parle du régime. Je n'ai pas un problème avec l'individu Tshisekedi. Non, mais le régime, c'est le régime de Tshisekedi. Son régime, en tout cas, comme président, je ne suis pas d'accord avec sa manière de conduire le pays. Donc, il n'y a aucune antipathie avec Tshisekedi. Pour vous, on aurait dû laisser Kabila continuer si tel était le cas. Peut-être, peut-être. Mais je crois qu'il y a moyen de trouver mieux que Kabila et Tshisekedi dans ce pays. Katumbi pour vous. Non, je ne cite une autre personne, il y a mieux. Je connais qu'il y a des Congolais aujourd'hui qui peuvent faire mieux. Katumbi, tu me citeras Delis Sanga. Ce sont les deux. Mais Mouzit aussi vient de se déclarer candidat. Tu placerais Mouzit à la place de Tshisekedi? Non, il vient de se déclarer candidat, Mouzit. Moi, je ne dis pas, il vient donc, il y a des Congolais qui expriment leurs ambitions. Mais je crois qu'il faut un front commun pour mettre fin à ces régimes. Un peu comme j'ai vu en France, là, tout le monde contre l'extrême droite. Ici, ce n'est pas l'extrême droite, mais c'est un régime qui est en train de détruire les paix que nous avons construits pendant des années dans ce pays. Le régime ici de Tshisekedi. Les Tchilégélo. Et je dirais vraiment aux Congolais, si vous voulez un pays, ne donnez aucune voix. Comme Mélenchon a dit, ne donnez aucune voix à Marine Le Pen. Laissez-moi vous dire, si vous voulez un autre Congo demain, ne donnez aucune voix à Tshisekedi. Allez. Éric Wemba est donc notre invité du jour. Avec lui, on fait l'analyse de l'actualité politique dans le pays. Éric, l'actualité, c'est aussi ces regains de tribalisme qui naissent de plus en plus dans le pays. On a senti ici, les Balouba ont dit, les Katangais ont dit, avec en toile de fond les dernières déclarations de l'honorable Dominique Mounongo, qui parlait des Balouba, ça prend de l'ampleur. Quelle analyse vous faites? Est-ce que on est en danger, on est en train de courir vers un danger, ou plutôt c'est tout simplement une exagération de certains de nos compatriotes? Non, je crois que Mme Moulongo a posé un problème qu'il fallait, comment vous dites dans les médias ici, le message devait être bien capté. On devait bien lire le message. Bon, peut-être qu'il a ployé un mot de trop quand il a parlé que les gens mangent les chiens. Mais les fonds, en soi, devaient nous interpeller. Parce qu'il ne faut pas confondre l'article 30 de la Constitution qui demande aux Congolais de s'installer où ils veulent avec une mobilité incontrôlée de la population. Qui est ce que moi j'appelle même l'exode massif. Parce que même en France, on ne va pas. Le gouvernement trouvera quand même anormal si un matin, les Lillois continuent à quitter l'île pour aller habiter à Paris. C'est qu'il y a un problème. C'est que notre décentralisation a échoué. C'est que les gens sont aujourd'hui prêts de quitter les Kasaï pour fuir la misère. Et moi, je pense que cette mobilité incontrôlée pose énormément de problèmes. Que les gens quittent un coin pour aller dans un autre coin pour chercher le bien-être. C'est cela. Parce que vous savez, même dans l'ancien temps, on contrôlait la mobilité de la population. La plupart de nos parents qui sont venus à Kinshasa, ils devaient évoquer des raisons pour lesquelles ils venaient à Kinshasa. Des raisons de titre. Mais ici, les gens traversent des kilomètres et des kilomètres, tantôt pour venir à Kinshasa, tantôt pour venir au Katanga, parce que là où ils habitent, ils sont dans la misère, ils sont dans la souffrance. Alors c'est un problème qu'il faut prendre à bras les corps pour trouver les solutions. Non, mais la Constitution dit que tu peux rester là où tu veux, non? J'ai dit, la Constitution dit tu peux laisser là où il veut. Ça, c'est un problème du droit. Mais ici, nous avons un problème sociologique où nous constatons une mobilité incontrôlée avec des raisons qui sont là, la misère. Une mobilité incontrôlée qui peut amener des conséquences fâcheuses au niveau de la cohabitation. Parce que c'est qui même ici à Kinshasa, vous sentez qu'il y a un problème de cohabitation. Chaque jour, les motocyclistes et les taximens s'insultent. Les gens habitent dans des maisons aujourd'hui 10, 20, 30 parce qu'ils ont quitté un coin. Ça pose un problème. Donc, interpellateur pour que les gouvernements puissent travailler. Vous voyez, on veut élire des gouverneurs, non pas sur base du développement, mais pour des fins politiques. Donc, s'il y a eu décentralisation, pour que les gens, pour qu'il y ait développement à partir de chaque province.
Mais si les gens d'une province peuvent quitter en masse, en exode massif vers un autre, donc il y a un problème. Les gouvernements doivent être interpellés. Et je n'ai pas compris, je reconnais quand même qu'il y a eu des moyens de trop, que j'ai condamné de Mme Moulongo, mais je n'ai pas compris la réaction disproportionnée des membres du gouvernement. Ou Mouyaya, Kazadi, tout un point de presse, ils sont incapables de nous trouver des solutions pour le problème des carburants. Ils se sont focalisés sur ça, alors qu'il y a eu pire que ça avant. Et ils n'avaient jamais réagi. Ils n'avaient jamais réagi quand on a parlé de Machi Yamamène. Un président élu au suffrage universel direct, il arrive dans un coin du pays, il dit Machi Yamamène. Machi Moumène vous introduire. Ils n'ont jamais réagi parce que oui, la constitution est contre le tribalisme. Nous sommes contre le tribalisme. Les Congolais doivent aller s'installer là où ils veulent. Mais quand vous amenez une loi discriminatoire qui estime que ces métiers ne doivent pas avoir les mêmes droits que nous. Vous parlez de la loi de... Ah oui, oui, soutenir cette loi inconstitutionnelle. Parce il fallait même réviser la constitution parce que notre constitution connaît les droits à tout le Congolais. L'appel à la haine raciale. Quand Noël Tchani passait dire Nani Zolo Nae. Et tous ces combattants qui occupent les rues de Kinshasa pour dire que Katumbi, Mundele, Kamitatu Mundele, pourquoi on ne réagit pas de cette façon? Autant les tribalismes, je condamne, autant l'appel à la haine raciale. Parce que quelqu'un m'a dit qu'il y a des Kassaïens qui sont nés au Katanga, qui ont été déportés, qui ne connaissent pas les Kassaïs. Donc on n'a pas le droit de les chasser, moi je vais les défendre. Autant je les défendrai contre toute discrimination, contre toute stigmatisation. Autant nous devons condamner ces enfants qui n'ont rien fait. Ils ont eu des pères qui sont venus ici, qui étaient des blancs, des grecs, qui ont mis des enfants avec des mamans congolaises. Ces papas sont partis. Ces enfants ne connaissent ni la Grèce, ni le Portugal, ni quoi que ce soit. Mais ils sont ici, ils se reconnaissent comme Congolais. Vous dites qu'ils n'ont pas les mêmes droits que nous. Vous les discriminez. J'aurais bien voulu, autant que Mouyaya a condamné avec beaucoup d'énergie l'appel au tribalisme, qu'on condamne aussi l'appel à la haine raciale. Parce que le Congo a ratifié aux conventions relatives aux droits de l'homme. Personne ne peut faire objet de discrimination pour ses origines. J'allais défendre les Kassaïens s'il y a des origines, s'il y a des problèmes, si on veut les discriminer. Autant pour sa race. Mais quand vous soutenez, vous, la loi de la congolité, ce n'était pas une discrimination? Donc, soyons justes, soyons équilibrés. Ne donnez pas l'impression que quand on est ministre des médias, c'est pour faire la propagande d'un camp politique. Vous êtes ministre de la République, il fallait aussi condamner ça. Donc, pour vous, dans ce qui arrive, Tshisekedi, les autorités, le régime, le gouvernement a aussi sa part de responsabilité. Dans ce qui arrive, parce qu'ils n'ont pas travaillé pendant 3 ans pour le développement de nos provinces. Voilà que tout le monde s'est focalisé sur les Katanga parce qu'il y avait du cuivre là-bas. Autant on a vu ça, tout le monde voulait aller au Katanga là-bas, tout le monde pense que c'est Eldorado, ça provoque l'exode massif de la population. On n'est pas confondre avec les droits des Congolais de s'installer dans un territoire. Mais l'exode massif, c'est un problème sociologique qu'il faut étudier et voir comment faire en sorte que les gens restent là où ils sont et vivre paisiblement sans pour autant prendre des risques incalculables de se déplacer avec des accidents qu'on connaît tout le temps là. C'est comme ça me rappelle ces jeunes-là qui étaient prêts à monter dans des bateaux pour traverser l'Europe. Donc c'est qu'il y a un problème. Donc au lieu d'avoir une réaction épidermique par rapport à ce que Mme Moulongo dit, il faut plutôt regarder les choses et prendre des décisions qu'il faut. Prendre des décisions et faire en sorte que nos provinces se développent. Et c'est là la responsabilité du régime, justement. Du régime, justement. Vous voyez, même quand on met des gouverneurs, on devait choisir de ces gouverneurs-là des gens qui sont capables de booster le développement du pays. Mais les gouverneurs sont choisis sur quelle base? Il faut aller faire des pieds de grille chez Augustin Kabou, il y a comme Arien Tuwamoula. Il est en train de le faire, j'ai vu. Donc j'ai vu, voilà, tout le monde cherche à être gouverneur, tout ça. Non, lui, c'est pour le poste du premier vice-président. Mais j'ai vu d'autres personnes aller là-bas, des disputes, moi je vais prendre ça. Et quand les gens cherchent prendre, ce n'est pas pour changer les choses. C'est pour profiter des richesses de la province, c'est tout. Et la population va vivre dans la misère, il va faire l'exode massif vers un autre territoire. Et ça pose vraiment des sérieux problèmes de cohabitation quand les gens viennent en masse d'un territoire donné pour aller habiter dans un autre territoire. Éric Wemba est donc notre invité du jour. Avec lui, on parle de l'actualité. On va bientôt terminer. Il nous reste quoi, 5 minutes. Éric, je sais aussi que la France est un pays que tu regardes avec délectation, parce que souvent dans les émissions, tu évoques les exemples français. Quelle lecture tu fais des élections organisées en France? En tout cas, moi, je soutiens la candidature de Mélenchon. Un peu comme moi, Jean-Luc Mélenchon, c'est un animal politique, je suis un peu tribun. C'est ça aussi, ça on doit tirer, c'est notre égoïsme, l'égoïsme des gens de gauche. Parce qu'ils étaient devant une évidence, le meilleur c'était Mélenchon. Donc Ségolène Royal a fait même les calculs. Si on prenait les voix des Roussel et de tous ces mondes-là,
Les partis socialistes allaient faire 30%. Allaient faire je ne sais pas combien de pourcents. Donc Mélenchon est en train d'être à son tour. Donc, comme disait Mitterrand, ce sont des nez politiques pour l'air égaux. Maintenant, ils appellent qu'on puisse barrer la route à Marine Le Pen. Ils auraient dit le faire au premier tour à soutenir Mélenchon. Donc, si les gens veulent se mettre d'accord, aujourd'hui, c'est d'appeler aussi ceux qui veulent de l'alternance, de se mettre d'accord sur un champion pour gagner l'actuel régime. C'est la première leçon à tirer. Deuxième leçon à tirer, nous avons vu tout au long du débat, programme contre programme, chiffre contre chiffre. De ça nous interpelle aujourd'hui, plus que jamais dans notre histoire, à mettre fin au vote messianique, au vote par émotion, où nous payons les prix aujourd'hui. On nous a dit tantôt, Mobutu a tué les léopards. Voilà des légendes. C'est comme ça qu'il devait être là aussi. Kabila père vient au pouvoir, non, lui, il a à l'âge de 7 ans, 10 ans, quand on avait tué de Lumumba, il avait dit qu'il serait notre Lumumba. Sur base d'une légende, quelqu'un est devenu président ici. Joseph Kabila, non, il était dans les maquis. Il est né dans les maquis. C'est lui qui a conduit les troupes de l'AFDEL à Kisangani. Pour Tshisekedi, j'ai entendu une légende. Il avait un livre que son père avait donné à tous ses enfants. Celle Tshisekedi avait maîtrisé ces livres-là. C'est comme ça qu'on lui a donné les secrets du Congo. Kata Gizenga, c'est qu'il avait les livres d'or. Les livres d'or, il avait les secrets que Lumumba lui a laissés. Mais vous voyez tous ces votes messianiques-là, sur base des légendes, là où ça nous a conduit. Demain, nous voulons une offre politique au Congo. Il faut que les gens nous disent, je vais diriger le Congo. Qu'est-ce que je vais faire sur le plan économique, sur le plan sécuritaire? Voilà, à cause des votes, non, voter quelqu'un, c'est le fils de Tshisekedi. Depuis qu'il est là, tâtonnement à tâtonnement. Il nous a conduit vers une économie dirigiste, qui aujourd'hui nous payons tous les prix, où on a tué l'offre. Pour baisser les prix des billets d'avion, vous en voyez les conséquences. Ou dans une économie libérale, les gens se sont permis à faire de l'État commerçants qui devaient acheter et vendre les produits surgelés. On a fait partie le ministre de l'économie pour une décision qui a été prise au Conseil des ministres. Nous payons tous les prix aujourd'hui. Ça veut dire qu'en venant au pouvoir, nous sommes entrés aujourd'hui congolais en train de vivre les déboires d'une alternance sans alternative. Si vous voulez que le Congo soit bien dévé, demain soyez exigeants. Nous avons payé toutes les dettes, la dette des Lumuistes. Gizenga ne nous a jamais donné l'or de l'Égypte. Nous venons de payer la plus grande dette, celle de l'IDPS, 32 ans d'élite. Il nous amène une alternance sans alternative. Faisons comme les Français. Débat sur les chiffres. En 2023, vivement, au-delà des individus, vivement une offre politique. Bah, c'est ce qu'on doit retenir, hein, vivement une offre politique. Carburant et Bongi. Tu as vu Nandela Et Bongi, on nous parle de la crise de l'Ukraine et je ne sais pas. Moi, j'ai envoyé les chauffeurs, ça fait 2 heures, il m'a toujours... On nous parle de la guerre de l'Ukraine, mais justement, quand on est gouvernement, c'est trouver des solutions. Vous avez dit qu'il y a eu augmentation des réserves d'échange. Mais utilisons ces réserves d'échange-là pour faire face à la crise. C'est terrible, ça fait quand même une semaine que ça dure. Hein. C'est-à-dire incapable. Quand vous avez des gouvernements, les profils des gens comme des Bidimbo, vous attendez à quoi? Vous avez un gouvernement comme quelqu'un comme Bidimbo, vous attendez à quoi? C'est pas un bon ministre, vous dites? Non, j'ai toujours dit, à l'époque de Mobutu, cette fonction avait sa lettre de baisse. Kabila Joseph a banalisé la fonction des ministres. Mais aujourd'hui, vraiment, la fonction des ministres a atteint son stade vulgaire. Est-ce qu'un pays normal peut avoir un ministre comme Bidim? Vous l'avez suivi, comment il se défend? Il se défend comment? Comme le problème du carburant, il vous dit il y a pénurie, mais il n'y a pas rupture des stocks. Mais il ne peut y avoir rupture des stocks quand il y a pénurie. Même les mots, il ne sait pas bien les juger. Voilà, c'est notre ministre des hydrocarbures. Je l'ai trouvé à la RTNC, j'ai eu honte d'être congolais. Il n'était pas à la hauteur de vos attentes. Mais lui-même, il a dit qu'il avait des semaines de stage. Oh, pauvre Congo, il faut mettre fin à ça. On ne devient pas Premier ministre, on ne devient pas ministre par récompense parce que tu étais ami de tel. Non, la République a besoin de vertébrés. Vous savez, Tshisekedi a fait un gouvernement de 22 personnes, il les a appelés des vertébrés. Non, mais moi je parle avec Boudimbo, je trouve quand même que c'est pas un piètre ministre. Comme non, en tout cas, il est tellement incompétent, je ne sais pas comment vous parlez avec lui. En tout cas, moi, je ne parle pas avec lui, mais je l'ai suivi comme ministre. Il faut tenter de discuter, il a peut-être des idées aussi. Peut-être que vous les jugez de loin, cher ami. Il n'y a pas à les juger, il est passé, mon cher ami. Il ne faut pas parler de tes amitiés là. Il est passé à la télé, il a parlé d'un problème de carburant, il a parlé de la crise, il n'y a pas rupture des stocks, il n'y a pas pénurie. Voilà les profils des ministres que nous avons au Congo. On a banalisé la fonction ministérielle. Hein. Vous avez des ministres là, 50 jours de détention sur TV5 qui vont humilier même la République. Les Mouyaya, les Bidimbola. Dans un pays normal, des gens comme ça peuvent être des ministres. Nous payons les prix et tes enfants paieront les prix. Si vous continuez à prendre des choses avec légèreté, soyons exigeants. Un peuple n'a que des dirigeants qu'il mérite.
Mais les Congos, les grands Congos ne méritent pas les Bidimbo, les Mouyaya, les types qui étaient à l'économie là, tout ça, les Congos ne méritent pas ça. Ils ne vous rassurent pas dans leur gouvernance, les Congos, dans leur gestion. vous savez, vous pouvez tout dire de Mobutu, mais à l'époque, pour qu'on te nomme ministre, il y avait un travail sur la personnalité, son parcours. Mais aujourd'hui, c'est une récompense. J'ai appris que Bidimbo avait de très très bonnes relations avec la première dame, c'est pourquoi il est là. J'ai appris que Mouyaya, c'est parce qu'il avait de bonnes relations avec les grands frères des Sama. Voilà les raisons qui m'amènent les gens au pouvoir. Mais il y avait des gens que Mobutu ne connaissait pas, mais il a mis les services pour connaître son profil. Et vous voulez quoi? Vous voulez quels résultats? Les résultats, c'est ça. Il y a eu rupture des sorts, il y a eu pénurie. Une semaine, un problème réel, on n'arrive pas à trouver des solutions. La solution est claire, augmenter les prix. Le ministre de l'économie, aussi, j'étais contre lui, mais il avait déjà alerté qu'on devait augmenter les prix. On n'a pas pris des mesures. Un gouvernement est là pour trouver des solutions, même quand il y a les effets de la crise ukrainienne. Sinon, vous démissionnez. Voilà les profils des ministres que vous avez dans ces pays. Je crois que nous ne méritons pas ça pour les Congos. Mobilisons-nous pour changer cette gouvernance. Vivement l'alternance à 2023. Eric Wimba, merci d'être venu nous voir. Merci. Madame, Messieurs, l'émission est terminée. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro de cette émission. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.